Sur les réseaux sociaux, les escrocs se cachent derrière de fausses publicités pour vous piéger. Acheter ou recharger une carte bancaire sur Facebook ou WhatsApp. Mauvaise idée. Derrière ces offres alléchantes, des arnaqueurs vous guettent. Si l'on vous demande un paiement en avance ou un transfert mobile vers un numéro qui n'est pas le nôtre, c'est une arnaque. Achetez et rechargez vos cartes uniquement à travers nos canaux officiels et ceux de nos partenaires. Ne donnez jamais des informations bancaires à des inconnus ni à qui que ce soit. Elles sont personnelles et confidentielles. Soyez vigilants, signalez, informez et surtout, ne vous laissez pas piéger. Ensemble, mettons fin aux arnaques. Avec UBA, le digital est gage de rapidité. De couverture géographique optimisée. De désert bancaire éradiqué. De flexibilité, de facilité et surtout de sécurité. UBA, plus qu'une banque digitale, la banque du moment. Dans le cadre de la politique d'expansion de UBA Gabon, la belle commune d'Ovendo n'est pas restée en marge. Nos clients particuliers et entreprises de cette zone méritent que nous soyons proches d'eux. Ainsi, à l'agence UBA Ovendo située au Carrefour SNI, nous travaillons en équipe afin de fournir un service de qualité à notre très chère clientèle. Je suis Berthier Kongila, directeur d'agence Ovendo. Bienvenue à UBA, la banque du moment. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à cette 29e session des UBA Business Series. Je tiens à le rappeler encore, les UBA Business Series, c'est une plateforme de partage d'expériences, comme vous le savez déjà. Donc, c'était un rappel important tout de même. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui va nous partager son expérience, qui est une expérience entrepreneuriale, une expérience dans le monde de l'entreprise. Donc, je vous invite à partager. Vous êtes en direct sur nos différentes plateformes. Nous sommes sur LinkedIn en direct, nous sommes sur Facebook en direct et nous sommes aussi sur YouTube. Donc, je pense que vous savez déjà comment ça se passe. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui est l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat comme étant certainement une des choses ou un des piliers de l'économie ou un des futurs piliers de l'économie ou en tout cas, un des éléments qui va faire en sorte que l'économie gabonaise soit florissante. Est-ce que c'est une mode? Est-ce que c'est juste des 20 mots dont on parle aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, nous avons une experte dans le domaine qui va justement venir nous parler d'entrepreneuriat parce qu'aujourd'hui, tout le monde regarde
l'entrepreneuriat comme étant la solution, des solutions. Est-ce que c'est la solution? Est-ce que c'est par là-bas qu'il faut regarder pour avoir un niveau d'emploi, pour avoir une réduction du chômage effectif? Donc, nous allons regarder tous ces points. Donc, aujourd'hui, notre sujet, notre thématique, donc le thème sur lequel nous allons discuter aujourd'hui le thème s'appelle entrepreneuriat. Comment savoir si c'est la bonne idée? Parce que bien évidemment, lorsqu'on veut lancer une entreprise ou bien lorsqu'on veut se lancer dans une activité, tout part d'abord d'une idée. C'est pour cela, pour un petit rappel comme ça, au niveau de la fondation Tony Elumelu, justement, dans le programme de soutien aux entrepreneurs, nous, dans le cadre des activités de cette fondation, nous arrivons à accompagner des personnes qui sont simplement au stade de l'idée, au stade des idées qui ne sont peut-être pas encore maturées, mais qui sont bien structurées en termes de présentation. Pour rappel, au niveau de la Fondation Tony Elumelu, l'ouverture des inscriptions se fera à partir de janvier. Donc, généralement, c'est de janvier à mars, donc 2026. Et pendant cette période, vous aurez l'opportunité, vous sera donné de pouvoir présenter vos différents projets. Et une fois de plus, je reviens encore sur le fait qu'au niveau de la Fondation, nous prenons simplement au stade de l'idée. L'idée derrière, c'est vraiment de bien structurer, avec in fine l'idée de bien structurer votre idée et qui sera prise en compte. Et si vous êtes l'heureux, si vous êtes lauréat, ben vous allez bénéficier non seulement d'un coaching, mais d'une formation et aussi d'un don de $5 000, ce qui est important à rappeler ici. Pour revenir à notre thème du jour, donc entrepreneuriat, comment savoir si c'est la bonne idée? Nous avons aujourd'hui une spécialiste qui va nous accompagner, qui a accepté de prendre de son temps pour pouvoir justement partager son expérience, mais aussi pouvoir prodiguer, accompagner, vous donner des conseils. Elle est coach, elle est entrepreneur, elle est formatrice, elle est aussi facilitatrice. Elle est diplômée elle a un MBA à la Scrum Master and Agile Leader. Bon, elle-même pourra bien vous dire, hein, peut-être que je prononce mal ou alors que je ne sais pas prononcer, mais en tout cas, elle aura l'opportunité de pouvoir vous donner plus de détails. Elle est à la tête de plusieurs entreprises, donc ces entreprises sont aussi multi-pays parce que ces entreprises n'opèrent pas seulement au Gabon, mais ces entreprises opèrent aussi dans d'autres pays et certains pays de la sous-région. Donc, elle aura certainement l'occasion de vous donner plus de détails. Donc, je tiens à dire ici que c'est un sujet important, l'entrepreneuriat. C'est un sujet dont on débat aujourd'hui. Le chef de l'État aussi a fait, au niveau du gouvernement, il y a pas mal de déclarations qui sont faites justement dans le fait d'accompagner les entrepreneurs. Donc, qui est entrepreneur? C'est quoi l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que ça peut permettre de faire au niveau, comme je le disais tantôt, au niveau de l'échelle du pays en termes de création d'emplois, en termes de création de richesses? Donc, on aura tous ces différents éléments. Alors, notre invité du jour s'appelle Madame Carla Padou. Donc, c'est notre invité du jour. C'est elle qui va nous accompagner aujourd'hui, n'hésitez pas à poser les questions déjà. Ça, c'est important parce qu'elle s'est rendue disponible justement pour ça, parce qu'elle a envie de partager son expérience, parce qu'elle veut accompagner justement dans les différentes politiques qui sont faites, mais elle veut aussi accompagner les jeunes Gabonais, la jeunesse gabonaise, pour qu'elle se prenne en main. Ça, c'est un aspect qui est très important et c'est un aspect qui lui tient beaucoup à cœur. Donc, je vais rapidement me retourner vers elle. Petit rappel, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur LinkedIn, nous sommes sur YouTube actuellement en direct. N'hésitez pas de partager à vos parents, à vos amis et à vos connaissances. Madame Padou, vous avez la parole. Merci. Bonjour à tous et j'espère que nous sommes bien nombreux. Je vais me représenter parce que Monsieur Auxence a un petit peu écorché mon parcours. Alors, je suis titulaire d'un Master of Business Administration de la Beijing and Technology Business University, donc de l'Université d'affaires, d'administration des affaires et des technologies de Pékin. Je suis certifiée Scrum Master et Leader Agile, ce qui me permet de faire de la facilitation sur tout ce qui tourne autour de l'agilité, si vous êtes au courant de tout ce qui tourne autour du Lean. Dans mon parcours, je suis entrepreneur, donc entrepreneur en série depuis un certain nombre d'années déjà. J'ai plusieurs entreprises, mais les principales tournent autour de la formation et de l'accompagnement entrepreneurial, donc centre de formation, coworking space et cabinet conseil. Donc, comme l'a dit Monsieur Auxence, je suis sur différents pays, le Gabon, le Congo-Brazzaville et le Bénin.
Je sais, c'est un petit peu bizarre, mais bon, toujours est-il. En dehors de ça, plus tôt dans ma carrière, j'ai travaillé au niveau de Pékin, au niveau de la Ligue des jeunes entrepreneurs, dans laquelle j'ai été juge. Donc, je m'occupais de vérifier si les projets lancés par les étudiants étaient de bonne qualité, les pitchs et tout ce qui tourne autour de ça. J'ai été dans le Startup Ground, donc des accélérateurs, des incubateurs, mais bon, ça, c'était il y a vraiment des années. Et aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui autour de ce que je fais maintenant, donc notamment un podcast pour la sensibilisation pour tout ce qui tourne autour de l'entrepreneuriat et notamment d'un livre qui parle de l'idée. Comment savoir si c'est une bonne idée. Je vous redonne le micro. Non, Madame Padou, vous pouvez continuer, vous avez la parole. Nous allons, dans le déroulement prévu, n'hésitez pas, vous êtes invité à faire votre présentation et puis après, on passera à la partie questions-réponses de notre public. Nous tenons déjà à saluer Eric Armel qui nous a salué, qui nous a dit bonjour donc sur Facebook. Donc, nous tenons déjà à vous saluer. Donc, Madame Padou, vous avez la parole. D'accord. Alors aujourd'hui, j'ai voulu faire cette présentation non pas comme un cours, mais dans un format un peu plus intéressant qui est le Kongosa. Donc, on va parler de Christopher. Christopher qui est un entrepreneur, un jeune entrepreneur gabonais et qui décide de lancer un projet qu'il va décider d'appeler SmartLink. Donc, on va essayer de se mettre dans la peau de Christopher et de se dire et de se poser les mêmes questions qu'il s'est posées et de voir ce qu'il a ressenti et comment est-ce qu'il a pris ses décisions. Alors, Christopher, comme je vous l'ai dit, est un entrepreneur gabonais. Il est dans le digital et il se dit qu'il veut apporter quelque chose d'innovant, qu'il veut révolutionner le secteur des télécoms, mais il ne sait pas exactement comment est-ce qu'il peut le faire. Alors, il se dit qu'il écoute un petit peu ce que les gens disent autour de lui. Alors, il va avoir des gens qui vont lui dire que voilà, nous, on a des forfaits Internet, mais on ne comprend pas ce qui se passe avec nos forfaits, on ne sait plus exactement quel forfait est-ce que l'on prend, on ne sait pas combien ça nous coûte, on passe le temps à recharger, mais on ne sait pas exactement quand est-ce que ça finit, et puis on ne sait pas exactement combien est-ce qu'on dépense en termes de télécommunications, est-ce qu'on dépense 50 000, 30 000, 100 000 à la fin du mois, et nous ne savons même pas, puisqu'on a généralement au Gabon plusieurs opérateurs, on ne sait pas exactement ce que l'on dépense par opérateur. Donc ça, c'est ce que les gens lui disent, lui racontent et sur lequel il se dit « Ok, il y a une opportunité, il y a un problème que j'aimerais régler. » Alors, il se dit que le problème des gens, c'est qu'il y a tout simplement trop d'opérateurs et qu'il faudrait un outil pour centraliser, qu'on ait une vision globale de ce que l'on dépense en termes de données, en termes de crédit, en termes de forfait sur chacun des opérateurs, sur toutes les différentes puces que l'on peut avoir. Vous le savez, on est nombreux à avoir 3, 4 numéros de téléphone. D'accord? Alors, il pense à SmartLink. Il se dit, je vais créer donc une application qui permettra de comparer en temps réel les différents forfaits et qui permettra en fait à l'utilisateur de choisir celui qui lui coûte le moins cher. Il est motivé, Christopher. Il se dit, bon, ok, je vais faire ça, je vais mettre en place cette application et me lancer dans un prototype. Il se dit, bon voilà, il commence à coder, nanani, nanana, faire ses tests, etc. Et au bout d'une année, il se dit, ok, il lance ses premières communications. Voilà, malheureusement, quand il s'est lancé, il rencontre trois grandes situations. La première, c'est que les opérateurs de télécom refusent de partager les données avec lui. Personne ne veut mettre à disposition les données qu'il a à Christopher, parce que c'est une petite entreprise, parce que c'est une petite start-up, parce qu'on n'est pas sûr de la sécurité de ces données. Les raisons sont multiples. Ensuite, il remarque aussi quelque chose du côté des utilisateurs. Par rapport à ce qu'il a recueilli au préalable comme information, il s'était dit que c'était ça l'idée à faire, c'était ça qu'il fallait faire. Mais il constate que les gens trouvent l'application intéressante, mais ne la téléchargent pas.
Et pire encore, c'est que les gens continuent à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire aller chez le boutiquier pour recharger soit un compte mobile monnaie, soit recharger en crédit direct. Et ils commencent à se poser des questions, à se dire, est-ce que je suis vraiment sur la bonne piste? Au début, il se dit plutôt, non, en fait, c'est les gens qui ne comprennent pas ce qu'on est en train de faire. C'est les gens qui ne comprennent pas mon application. Et puis, au fur et à mesure de tout ce qu'il a pu voir comme expérience, les networking, le réseautage, il commence à se dire, peut-être que je devrais prendre les choses d'une autre façon. Alors, quand il revoit un petit peu il refait une petite analyse de son SmartLink, il se dit, bon, ok, je me suis je me suis concentré sur les prix, sur le moins cher, parce que j'ai supposé que les gens recherchaient réellement le moins cher. Mais peut-être est-ce ma propre conception des choses qui fait que j'ai compris que les gens recherchaient le moins cher, mais qu'en fait, ils cherchent quelque chose de différent. Est-ce qu'ils cherchent peut-être simplement une visibilité? Est-ce qu'ils recherchent réellement le moins cher? Puisque s'ils continuent à dépenser les mêmes montants, ça veut dire que ça ne leur pose pas de problème. Quel est le véritable problème auquel est-ce qu'ils font face? Alors, en bon entrepreneur résilient, parce qu'il faut être résilient pour être entrepreneur, il se dit, OK, je vais recommencer à discuter avec les gens, je vais remener les entretiens, les discussions et voir si les choses, si c'est essayer d'expérimenter une approche totalement différente de celle que j'ai supposée au début. Alors, quand il repose des questions avec un angle différent, il repose des questions différemment et il essaie toujours, même si c'est sur la même cible, il commence à se rendre compte en fait que les gens ne cherchent pas à avoir un forfait moins cher parce que c'est une erreur de penser que les gens cherchent forcément le moins cher. Non. Ils ne cherchent pas le moins cher, ils veulent simplement avoir une visibilité. Ils veulent comprendre ce qu'ils font de leur forfait. Ils veulent savoir où est-ce qu'ils dépensent le plus d'argent. Est-ce que c'est en termes de forfait de données? Est-ce que c'est en crédit? Est-ce que c'est en crédit d'appel? Est-ce que c'est juste du crédit qui est consommé comme ça parce qu'ils ont oublié d'activer des forfaits? Ils veulent savoir à la fin du mois combien est-ce qu'ils ont rechargé et à quoi est-ce que ça a servi. C'est tout ce que les gens recherchent, pas plus ni moins. Alors, il redéfinit maintenant SmartLink. Et pour lui maintenant, SmartLink devient un tableau de bord. C'est une application de tableau de bord. Comment il va la monétiser? Là, pour l'instant, on ne sait pas. Mais toujours est-il, là, c'est une application de tableau de bord. Donc, il se dit, en fait, puisque les gens recherchent juste la visibilité, je vais leur offrir la visibilité. Il propose une analyse automatique des transactions, il propose des alertes pour le budget et puis des recommandations sur les forfaits optimisés afin de mieux gérer la communication. Tout simplement. On a quelques caractéristiques un petit peu affichées, un petit affichage, à quoi ça peut ressembler, quelques petits conseils, quelques petites notifications. Et là, même vous, je suppose que qu'en ligne, vous commencez à vous dire l'approche n'est plus du tout la même. L'application n'est pas pareille, le besoin n'est pas le même, le problème n'est pas le même. Et là, le client, lui, il voit une valeur immédiate. Il veut juste voir où part son argent. Tout ça pour dire qu'il y a une différence entre le problème que l'on s'imagine et la solution que l'on veut apporter. Il y a des faux problèmes, des choses qu'on s'imagine, qui sont donc des faux problèmes et qui vont apporter des fausses solutions. Elles sont techniquement bonnes, mais elles ne répondent pas aux problèmes du client. Elles vont donc apporter des fausses solutions. Donc, première version de SmartLink, qui était une application pour sélectionner le forfait le moins cher, on crée une application de comparaison. Et maintenant, le vrai problème, en fait, expérimenté par les utilisateurs, qui est tout simplement qu'ils veulent voir où passe leur argent, et SmartLink devient une application de tableau de bord. Donc là, Christopher vient de faire ce qu'on appelle un pivot. Il a transformé son activité en fonction de ce qu'il a reçu comme information terrain. Et sur ce, le contenu est basé sur mon livre qui s'appelle « Comment savoir si c'est une bonne idée ». Le volet numéro 1 est actuellement disponible et nous attendons vos questions et réponses par rapport au cas SmartLink. À vous les antennes. Merci Madame Padou, merci pour cette présentation qui illustre un peu quelle est la démarche que devrait pouvoir prendre un entrepreneur ou un entrepreneur en devenir, je pense,
un entrepreneur en devenir pour justement matérialiser une idée et l'adapter, l'ajuster en fonction des réalités du marché. Je tiens déjà à nous rappeler que nous sommes toujours en direct sur LinkedIn, nous sommes en direct sur YouTube et sur Facebook. Je tiens à saluer nos différents internautes ici. Je tiens à saluer Lens, je tiens à saluer Gildas, je tiens à saluer le Coworking Space et Brice Fall qui nous regardent en direct sur nos différentes plateformes. Alors, Madame Padou, nous allons directement alors partir sur nos questions, sur notre partie questions-réponses. C'est quoi l'entrepreneuriat déjà pour commencer? C'est quoi l'entrepreneuriat? Alors, l'entrepreneuriat, les définitions, c'est pas ce qui manque. En gros, c'est mettre en place des activités à caractère professionnel et économique, faire tout ce qui part depuis l'idée. Il y a une pointe d'innovation parce que c'est ce qui différencie l'entrepreneuriat du commerce. Il y a créer une certaine innovation, une nouvelle valeur à apporter et en faire quelque chose qui est rentable et bénéfique. Voilà, vous avez la définition, ou du moins une des différentes définitions de l'entrepreneuriat. Nous allons continuer. L'entrepreneuriat est-il un métier? Parce que bon, j'ai eu à discuter avec une personne qui est une voix autorisée quand même en matière d'entrepreneuriat au Gabon. Alors, il me disait, tu sais, au sein, il n'y a pas d'entrepreneurs au Gabon. Nous avons juste des gens qui, à un moment donné, peut-être dans la plupart des cas, n'ont pas trouvé d'emploi et vont créer une activité. Et une fois, ils auront leur CV qui a été envoyé à plusieurs endroits, automatiquement, une fois leur CV, du moins une fois ils sont appelés par une entreprise ou bien un organisme étatique, dans la majorité des cas et dans la plupart des cas, ben, ils abandonnent leur projet personnel. Alors, je voulais savoir, l'entrepreneuriat est-il un métier ou pas? Alors, dire que l'entrepreneuriat est un métier au sens strict du terme, ce serait un petit peu difficile à l'heure actuelle, tout particulièrement dans le contexte africain. Pourquoi? Parce que quand on parle de métier, ça veut dire que non, on a un référentiel de compétences, donc de savoir-faire, on a un référentiel de savoir et un référentiel de savoir-être. Or, les savoirs et les savoir-faire des entrepreneurs varient en fonction des secteurs d'activité. Est-ce qu'il y a un savoir-être commun? Je le pense. Je le pense. En termes de comportement, oui. Il y a un comportement type de l'entrepreneur. Mais en termes de savoir et de savoir-faire, c'est un peu compliqué. Un entrepreneur, par exemple, dans les télécoms comme Christopher, ou un entrepreneur dans la formation ou dans la banque, par exemple, comme Monsieur Tony Elumelo, ne vont pas du tout avoir les mêmes savoirs et savoir-faire. Et s'il faut prendre tout le monde et dire, bon, il est entrepreneur parce qu'il a ces caractéristiques, en réalité, il ne reste que les savoir-faire. Donc, au terme strict du mot métier, il serait, à mon avis, difficile. Par contre, je rejoins l'avis de votre bouche autorisée, je ne sais pas de qui il s'agit, mais je rejoins cet avis. J'ai d'ailleurs travaillé sur une échelle entrepreneuriale pour essayer de catégoriser les différents types d'entrepreneuriat que l'on peut trouver actuellement. Au bas de l'échelle, donc entrepreneuriat niveau 0, en réalité, c'est de l'entrepreneuriat de subsistance. C'est des personnes qui recherchent à manger parce qu'après tout, l'entrepreneuriat ou le salariat, c'est des moyens pour pouvoir s'insérer dans la société, pour pouvoir gagner son pain, pouvoir se loger, répondre à ses besoins primaires. Manger, se vêtir, se déplacer, s'occuper de ses enfants, avoir un toit où dormir. À ce niveau-là, cette personne ne se pose pas réellement de question d'être entrepreneur ou d'être salarié. Il veut manger. Donc, de là à dire que l'entrepreneuriat, c'est sa solution, pas vraiment, mais il entreprend. Donc, on va quand même le mettre entrepreneur niveau 0. Prenons maintenant l'échelle au-dessus, donc le pas au-dessus. On prend une personne qui a déjà quand même trouvé le pain. Pas forcément le salaire rêvé, mais il peut manger, il a un toit, il peut se déplacer, il peut se vêtir. Donc, il commence à penser à entrepreneuriat pour pouvoir aller plus loin. Il va penser à entrepreneuriat comme complément de salaire ou de revenu, par exemple, s'il est rentier. Parce que, c'est pas, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup les loyers dans ce pays. Donc, il peut être rentier. Donc, à ce moment-là, il va dire, OK, lui, il veut être entrepreneur, mais il ne va pas lâcher
sa source première. Donc, c'est un entrepreneur à mi-temps. Et pour ces personnes-là, je le dirais personnellement, ne devenez pas entrepreneur. L'entrepreneuriat, parce qu'il y a la partie innovation que vous ajoutez dedans, demande énormément de temps, énormément d'énergie, énormément de sacrifices. Et à ce niveau-là, vous n'êtes pas forcément prêt à faire tout cela. Orientez-vous sur une activité commerciale. Et comme j'aime le dire aux gens, si vous voulez comprendre bien la différence entre le commerce et l'entrepreneuriat, c'est assez facile. Aujourd'hui, vous connaissez la sardine, la boîte sardine. On ne vous explique pas ce que l'on fait avec une boîte sardine. Mais si on vous présente un nouveau service ou un nouveau équipement, on doit vous expliquer comment vous allez l'utiliser. On doit vous expliquer à quoi il va vous servir et comment est-ce qu'il va résoudre vos problèmes. Problèmes que parfois même vous ignorez avoir. Et ce qui va faire que le temps que l'on résolve tout cela prendra énormément de temps. Du coup, pour les personnes qui sont à ce niveau-là, il vaut mieux faire une activité commerciale. Ouvrir un bar, ouvrir un salon de coiffure, faire une alimentation, faire le taxi, voilà, des activités qui sont déjà connues et pour lesquelles on sait déjà qu'il y a une existence d'un besoin sur le marché ou un débouché sur le marché, tout simplement. Et après, on a le niveau 3. Le niveau 3, c'est-à-dire que ces personnes ont déjà dépassé les 2 premiers stades. Et là, ils commencent à se dire, l'entrepreneuriat pourrait devenir ma source de revenus principale. Ça veut dire qu'il a déjà résolu le problème de manger, de se vêtir, de se déplacer, etc. Mais il se dit, maintenant, en termes de développement personnel, il a envie de voir les choses différemment, il a un besoin de création, il a des besoins différents sur la pyramide de Maslow. Il est à un niveau un peu plus élevé. Il veut laisser un impact. Alors, cette personne, oui, il va commencer à se poser les vraies questions sur l'entrepreneuriat et n'aura pas peur de sacrifier aussi bien son temps, son énergie, son argent et sa force de vie parce que l'entrepreneuriat, c'est pour les costauds. Donc, il ne va pas avoir peur de sacrifier sa force de vie et se dire, OK, je me lance. Maintenant, à ce moment-là, il faut se poser maintenant la question, est-ce que l'idée que l'on veut développer est la bonne idée? C'est là où on rentre dans le fameux stade de l'idéation. Est-ce que ce sur lequel je m'apprête à investir peut-être 5 années d'économie, sur laquelle je compte mettre, écoutez, 10 heures de sommeil par nuit, parce que qui dit entrepreneur, c'est que la nuit, il ne dort pas, il réfléchit, et que je sacrifie mon sommeil, je sacrifie mes vacances, je sacrifie les fêtes de famille. Donc, pour pouvoir faire tout ça, il faut se dire quand même que, OK, j'aimerais que ça ne soit pas dans l'eau. Et à ce niveau-là, il ne faut pas seulement se limiter à son intuition, parce que c'est là où on commence à rentrer réellement dans l'entrepreneuriat et où il faut faire la différence entre ce que l'on veut faire et ce que le client attend réellement. Ce qui va résoudre son problème, ce pour lequel il va accepter de payer des fonds. Même si ça prend du temps, il faudrait qu'il accepte de le faire. Il ne faudrait pas que ça vous prenne 10 ans avant d'avoir un retour. Maximum, si 3 ans votre idée n'a pas donné, s'il vous plaît, pivotez et passez à autre chose. Les Américains, ils vont même plus vite. Si 6 mois, ça n'a pas donné, les Chinois, c'est encore plus rapide. En Chine, on dit 3 mois. Si 3 mois, votre idée n'a pas donné, passez à autre chose. Pivotez, recherchez, faites comme Christopher, reformulez l'idée, trouvez ce qu'on appelle le fameux market fit qui fera que les gens pourront dépenser leur argent pour acheter ce que vous leur proposez de vendre. Et ainsi de suite. Merci Madame Badou. Très bonne réponse, des réponses pertinentes. Je vais rapidement prendre une question du public. C'est vrai que ça sort rapidement du cas Christopher et des Smart Link. Nous avons un de nos internautes, Monsieur Janin Valéry, qui dit ceci. C'est une affirmation, je pense, que vous pourrez éventuellement commenter. Bonjour. On ne naît pas entrepreneur, on le devient, bien évidemment. On est entrepreneur ou pas? Je suis d'accord avec lui, on ne naît pas entrepreneur, on le devient, mais certaines personnes ont plus d'aptitudes que d'autres. Des personnes qui ont un esprit, par exemple, un peu plus libre. Par exemple, je suis entrepreneur aujourd'hui et je n'ai jamais été salarié, mais ce n'était pas mes plans de vie à la base. Je voulais vraiment être salarié, c'est pour ça que j'ai fait un MBA. Mais disons qu'en termes
de développement, ça c'est vraiment une question personnelle. C'est vraiment, est-ce que je veux me lever le matin? Est-ce que je ne veux pas me lever le matin? Est-ce que je veux pouvoir me déplacer, voir ma famille de par le monde quand je veux, sans avoir à faire une petite note, une notification, avoir une autorisation? C'est plus ces questions-là, en fait, qui vous permettent de déterminer est-ce que je veux vraiment me lancer dans l'entrepreneuriat ou pas. Ensuite, est-ce que j'accepte le risque? Est-ce que je supporte le risque? Est-ce que ça va pour moi d'attendre le 25 et d'être consciente que là, actuellement, en tout cas, il y a zéro rentrée. En tout cas, quand les autres attendent au distributeur là-bas, au ATM de UBA, moi, en tout cas, je passe ma route et je n'attends rien. Maintenant, c'est surtout ça. Est-ce qu'on vit le risque là? Merci, Madame Padu. Alors, comment définir une idée? C'est-à-dire, comment définir une bonne idée? C'est quoi une bonne idée en entrepreneuriat? Comment l'entrepreneur saura que son idée est bonne? Qu'est-ce qui lui permet de définir, en fait, ou du moins, qu'est-ce qui lui permet de comprendre, de savoir que son idée est bonne? Alors là, c'est assez facile. La seule chose qui va dire que l'idée est bonne, c'est est-ce que les gens achètent? C'est aussi simple que ça. Vous pouvez avoir l'idée la plus futuriste possible, la plus sophistiquée, le truc qu'on n'a jamais vu nulle part. Mais si personne n'achète votre idée, si vous n'avez aucun indicateur que vous êtes même plus ou moins sur le bon chemin, votre idée est mauvaise. Vous voulez pas, votre idée est mauvaise. Parce que manque de peau, c'est une idée pour faire une entreprise. Entreprise dit client, zéro client, pas d'entreprise. Donc, malheureusement, on peut se dire que c'est une idée de génie, mais si personne n'achète, c'est foutu. Le meilleur exemple que l'on a pour cela, c'est Tesla, le scientifique. Là, je parle vraiment du scientifique. Il est le premier à avoir mis au point un système mathématique de géolocalisation. Il est le premier à avoir mis en évidence les propriétés de l'électromagnétisme. Malheureusement, il est mort dans la pauvreté, tandis que son confrère qui a fondé General Electric est devenu super méga riche. C'est plus une question de est-ce que ces idées étaient mauvaises? Non, pas sur le papier, mais il n'y avait personne pour les acheter. Il n'y avait personne pour lui faire confiance. Il n'y avait personne qui pouvait dire « Ok, ça va marcher ». Personne n'a investi en lui, personne n'a acheté ses solutions. Son idée était mauvaise pour l'époque. C'est aussi simple que ça, malheureusement. Malheureusement, parfois, on peut avoir des idées novatrices, des idées avant-gardistes et échouer tout de même. Alors, on va continuer sur notre cas, Christopher Smartlink. Cette question va plus ou moins dans le même sens. Quelle est la différence entre une idée prometteuse et une idée réalisable? Peut-être que on a déjà une partie de la réponse, mais bon, on va quand même poser la question. Quelle est la différence entre une idée prometteuse, parce qu'il y a des idées intéressantes sur le papier, comme vous le disiez, et puis bon, il y a des idées aussi qui peuvent être intéressantes sur le papier, mais pas réalisables. Quelle est la différence ici? Alors, la différence entre une idée prometteuse et une idée réalisable, c'est la personne, c'est l'entrepreneur, c'est le promoteur et éventuellement son équipe s'il en a une. Pourquoi? Parce que, disons aujourd'hui que vous décidiez, comme Christopher, de vous lancer dans SmartLink. Le premier problème qu'il a rencontré, c'est que les télécoms, en fait, ne voulaient pas partager les données avec lui. Mais peut-être que quelqu'un d'autre qui a le réseau nécessaire, parce que le réseau est important quand on fait des affaires, qui a le réseau nécessaire, qui a les agréments, qui a les certifications nécessaires, lui réussirait à avoir les données des opérateurs. Donc, l'idée peut être prometteuse, mais c'est là où justement intervient la différence entre les différents entrepreneurs. C'est là où la différenciation de l'entrepreneur vient pour venir faire justement ce petit gap entre idée prometteuse et idée réalisable. Est-ce que l'entrepreneur est capable de la réaliser? C'est la personne qui va faire cette chose. Et c'est pour ça que, par exemple, en Chine, par exemple, on n'investit pas sur les chiffres. Les investisseurs les investisseurs qui viennent tout droit de la Silicon Valley apportent les théories américaines, etc., les chiffres, les graphes, etc., les pitchs et tout ça. Mais les investisseurs chinois qui ont fait de la Chine ce qu'elle est,
parce que je pense que vous avez beaucoup vu des documentaires, on va voir que le PDG d'une grande société ne savait à la base ni lire ni écrire. Ceux-là, ils investissent sur les personnes. Ils investissent sur la capacité, le potentiel qu'ils voient en toi. Est-ce que tu es capable de te sortir des situations? Est-ce que tu es fiable? C'est pour ça que le premier élément qu'on va vous demander, c'est allons boire et manger. Il faut qu'on soit sous, de telle sorte que non, on soit totalement désinhibé et que tout ce qui est à l'intérieur de soi puisse sortir de façon totale, sans filtre, sans limite, sans quoi que ce soit. Les Chinois vont investir sur la personne. Est-ce que je te sens fiable? Est-ce que je sens que tu peux décompter des solutions? Est-ce que tu peux trouver? Est-ce que si tu es en face d'un mur, tu pourras prendre la hache et puis casser le mur pour traverser? Ou bien est-ce que tu vas passer sur le côté? Ou bien est-ce que tu vas t'asseoir, commencer à pleurer que les clients ne comprennent pas mon produit, les clients ne veulent pas acheter, j'ai ouvert un joli salon de coiffure ici comme ça là, mais les gens ne viennent pas alors que c'est joli, qu'il y a les jolis équipements, ils préfèrent aller dans le marché là-bas de Montbouette, aller acheter les produits. Voilà donc ce qui peut arriver, hein. Il faut vraiment bien réfléchir. On a aussi toute une partie, la partie qui concerne l'analyse. Quels sont les indicateurs de marché à analyser avant de se lancer? C'est vrai qu'il y a l'idée. L'idée, généralement, répond à un besoin qu'on a observé, comme on a vu avec le cas Christopher et des SmartLink. Donc, il y a un besoin, on observe son environnement, on regarde ce qui se fait dans son environnement, et sur cette base-là, on peut identifier les besoins. Une fois ces besoins identifiés, on a l'idée, on va la mûrir. Quels sont donc les indicateurs de marché à analyser avant de se lancer, lorsqu'on a déjà plus ou moins d'idées? Et voilà. Donc, on tient aussi à saluer un internaute, Franck Arnaud, qui dit effectivement les Chinois sont comme ça. Donc, il confirme ce que vous venez de dire, Madame Padou, il confirme effectivement que c'est comme ça que les Chinois se comportent. Ils se focalisent sur le profil de la personne. Et c'est vrai aussi à dire aux entrepreneurs, c'est que même en banque aussi, on se focalise sur le profil de la personne. On va regarder votre expérience, on va regarder votre profil, on va regarder votre background. C'est toujours important. Lorsqu'on porte un projet, la personne est la principale ressource d'un projet de façon générale. Et donc, c'est aussi un indicateur que même les banquiers regardent. Alors, quels sont les indicateurs de marché à analyser avant de se lancer? Alors, quels sont les indicateurs de marché? Dès que l'on part du client, après, c'est pas en tant que tel les indicateurs du marché, je le dirais pas comme ça, c'est les caractéristiques de l'environnement dans lequel on se trouve. Disons que vous vouliez lancer, quand je suis rentrée en Afrique en 2017, il y avait une certaine phobie, tout le monde était en train de vouloir faire des applications, ça c'était au niveau du Congo-Brazzaville, tout le monde voulait faire des applications de ci, applications de ça. Et ma question était, mais quel est le taux de pénétration d'utilisation de smartphones dans le pays? Parce que les chiffres étaient là. 80% de la population utilisait les Allo Allo. Et vous, tout le monde, passe le temps à vouloir créer une application. Au lieu de créer des applications USSD, étoile, 100, je ne sais pas quoi, tap, suivant. Les indicateurs, en fait, dépendent vraiment de ce que l'on est en train de vouloir faire, mais il ne faut pas souvent aller chercher très, très loin des trucs très, très compliqués. Parce que le marché et les besoins du marché, ils sont simples. Une fois que vous avez votre problème, vous avez votre solution, comment est-ce que vous pouvez déployer cette solution? Quel est l'environnement dans lequel vous allez le déployer? Vous voulez lancer une application dans un pays où il n'y a pas Internet. Je ne sais pas c'est quoi le but de cette application ou ce que vous voulez faire. Et le bel exemple que l'on a de ça, c'est M-Pesa. L'application USSD s'est développée parce qu'il n'y avait justement pas Internet. Alors pourquoi est-ce que vous voulez vous fatiguer à faire des applications quand vous n'avez pas d'utilisateur d'Internet? J'en sais rien. Je ne comprends pas. De la même façon, pourquoi est-ce que vous allez vous fatiguer, par exemple, à lancer… Moi, je l'ai fait, et je le dis à raison. La première activité que j'ai lancée en 2017, on va dire,
une bonne idée sur le papier parce que j'ai lancé un coworking space en partant de tout ce que j'avais vu en Chine, de tout ce que j'avais fait. Donc, j'ai lancé un coworking space en 2017 que j'ai fermé après 3 mois, en bonne chinoise. Très bien fermé après 3 mois. 3 mois. Pourquoi? Parce qu'au bout de 3 mois, j'ai eu 0 client, même pas un. C'est-à-dire que c'est vous dire, et j'ai fait de la pub sur Facebook, j'ai fait de la pub sur Instagram, j'ai fait de la pub partout. J'étais au milieu du centre-ville et j'ai eu 0 client. Bizarrement, j'ai laissé les pages ouvertes pendant 3-4 ans. Et je me suis dit, enfin, c'était juste parce que j'avais mal au cœur, en fait, de fermer les pages. Mais j'ai commencé, après 3-4 ans, à recevoir des appels de l'étranger, des appels locaux, des personnes qui recherchaient maintenant, à ce moment-là, des places de coworking. Ça veut dire que l'environnement dans lequel j'ai voulu mettre cette idée n'était pas prêt pour le produit. Et ça, malheureusement, il faut que vous soyez en contact avec d'autres personnes, avec votre potentiel cible pour pouvoir expérimenter ces choses-là le plus tôt possible, pour pouvoir arrêter les frais le plus tôt possible parce que c'est pas mauvais et redéfinir. 6 ans après, j'ai réouvert un coworking et ça fonctionne parce que l'environnement, l'idée n'était pas mauvaise, c'était juste que c'était pas le moment parce que l'environnement n'était pas prêt. On ne parlait pas d'entrepreneuriat, on ne parlait pas encore de business. Et moi, je suis arrivée avec plein d'idées à la chinoise, business. C'était juste pas, c'était pas le moment, quoi. Donc, toujours est-il, s'il faut parler d'indicateurs, je ne donnerai pas un indicateur précis. Je dirais analyser l'environnement de façon vraiment détachée. Et si vous le pouvez, trouver des partenaires qui pourront le faire pour vous parce que l'œil de quelqu'un d'autre est toujours différent que le sien. Et rester surtout l'esprit très ouvert, confronté. On sait que ça fait mal quand on vous dit non, c'est votre solution, nanana, ça ne peut pas marcher. On sait que ça fait mal. Mais il faut quand même se demander pourquoi est-ce que les autres pensent comme ça. Et est-ce que tout le monde pense comme ça pour éviter de se faire mal pour rien le plus tôt possible. Voilà. Merci Madame Padou pour cette réponse importante. Donc l'idée peut être bonne, mais ça peut ne pas être la bonne époque, ça peut ne pas être le bon endroit. Donc l'analyse de l'environnement reste très importante. Donc adaptez aussi vos idées en fonction de l'environnement dans lequel vous évoluez, c'est très important. Alors à quel moment se lancer une fois qu'on se rend compte que notre idée est réalisable? À quel moment on peut se dire bon là j'y vais? Il faut on y va quand on est prêt intérieurement. L'entrepreneuriat, c'est un parcours de vie, c'est une redéfinition de sa façon d'être d'une façon totale. Et j'aime bien imager ça de cette façon. Quand je dis par exemple le 25, un entrepreneur, lui, son cœur, il palpite parce qu'il a des charges. Il a un loyer, il a le courant, il a les salaires, il a tout. Il palpite. C'est pas une belle période le 25 pour un entrepreneur, alors que pour un salarié, du 25 au 5, c'est youhou, un peu d'argent, un peu de repos, un peu de ci, un peu de ça. De la même façon, si vous êtes entrepreneur, par exemple, je sais pas, dans le divertissement, les périodes de décembre, pour vous, c'est les périodes hautes. C'est pas les périodes pour vous reposer. Alors, quand est-ce que c'est le moment de se lancer? C'est quand on est prêt intérieurement. Et à ce moment-là, il n'y a pas réellement de bon moment. Il faut surtout avoir une idée qui est plus ou moins faisable, un environnement plus ou moins étudié et se lancer le plus tôt possible. Je dirais même de se lancer sans trop réfléchir. Pas beaucoup, faut éviter de trop réfléchir. Se lancer à petite échelle, c'est ça le plus important, vraiment à très petite échelle pour pouvoir recueillir le plus tôt possible les retours clients, les informations qui vous permettront d'avoir les données nécessaires pour améliorer votre projet, votre idée et la relancer de manière plus constante. Vous pouvez faire une étude, je ne sais pas, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Vous pouvez faire 1 année, 2 années d'études de marché si vous voulez. Mais il n'y a que le marché qui va vous donner la gifle finale. C'est lui qui va vous dire est-ce que ce que vous êtes en train de faire nous convient. Ça s'est produit plusieurs fois. Des choses qu'on n'avait pas vu venir comme des best-sellers sont devenues des best-sellers.
Exemple, Harry Potter. Personne n'a vu venir ça. Tout le monde s'est dit, c'est une connerie. Et pourtant, on a vu ce que ça a donné. Donc, réfléchissez pas trop. L'idée est plus ou moins bien bonne. Le problème est plus ou moins bien défini. L'idée, la solution a l'air cohérente avec le problème. L'environnement a l'air plus ou moins maîtrisé. Du moins, on sait quels sont les problèmes. Est-ce qu'on est capable de le réaliser? On fait la liste de ses forces et faiblesses. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Est-ce que j'ai besoin d'aide ici? Est-ce que j'ai besoin d'aide là-bas? Ça, je peux gérer. Ça, je peux gérer. Et puis, on se lance. Il ne faut pas perdre trop de temps. Merci, Madame Padou. On va continuer dans notre série de questions-réponses. Donc, il y a une question, je pense, qui est très importante, hein, c'est celle de la formation. Les anglophones disent souvent, c'est une citation que je ne sais pas qui est l'auteur de cette citation, qui dit souvent, parce que la vie ne cesse pas d'enseigner, vous aussi n'arrêtez pas d'apprendre. Donc, faut-il se former avant de se lancer dans l'entrepreneuriat? Parce qu'on voit beaucoup de jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, parfois ne maîtrisent même pas le domaine d'activité dans lequel ils veulent se lancer. Est-ce que la formation dans un domaine particulier, imaginons, hein, si je veux me lancer dans la pêche, est-ce que je dois nécessairement être formé dans l'industrie de la pêche, c'est-à-dire me former? Est-ce qu'il est obligatoire de se former dans le domaine dans lequel on souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat? Faut-il nécessairement se former? Alors, est-ce que c'est une obligation? Je dirais non. Chacun de nous, on est libre. On est libre de prendre ses pieds et de partir se jeter sur une voiture et se faire ramasser. Ça, c'est une liberté totale. Qui suis-je pour vous empêcher de faire ça? Est-ce que vous devriez regarder à droite et à gauche avant de traverser la route? Ça, c'est ce que moi, je conseillerais. Et donc, pour dire, vous n'êtes pas forcé de vous former. Vraiment pas forcé. Vous pouvez aller sauter. Peut-être que vous allez traverser. Peut-être. Mais vous pouvez regarder à droite et à gauche, c'est-à-dire aller en formation. Commencez déjà par de l'information, parce que même s'il faut aller en formation, il faut savoir sur quoi se former. Donc, commencez d'abord par vous informer au maximum. Donc, l'information, elle est vraiment hyper gratuite. Et je ne parle pas seulement des fake news sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Non. Informez-vous réellement, c'est-à-dire regardez des études qui ont été faites, si elles sont disponibles, regardez les données qui sont mises à disposition par les différentes bases de données que l'on peut avoir, que ce soit gouvernementales, que ce soit étrangères, les ONG, etc. Regardez les faits, des faits clairs, et pas seulement des on-dit entendus sur les réseaux. Les on-dit peuvent vous mettre sur la piste de quelque chose, mais informez-vous, informez-vous. Une fois que vous avez fini de vous informer, formez-vous maintenant. Parce que là, au moins, vous savez sur quoi vous devez vous former. Est-ce que je veux me former? Est-ce qu'il est important pour moi, par exemple, de me former en agilité? Est-ce qu'il est important pour moi de me former sur le secteur de la pêche? Est-ce qu'il est important de me former sur le secteur de la banque peut-être? J'en sais rien. J'en sais rien. Mais c'est un choix personnel. Je le redis encore, vous êtes libre de traverser la route sans regarder à droite et à gauche. Vous êtes majeur et vacciné. Qui peut vous empêcher? Mais si vous voulez mieux faire, regardez à droite, donc information, et puis à gauche, formation avant de traverser. Mais c'est mon avis personnel. Alors, donc, il y a quelqu'un qui va nous répondre rapidement hein, sur Svetlana Péchard, qui nous répond sur LinkedIn, qui dit « Pour se former, il faut avoir des moyens. » Et si ce n'est pas le cas? Tadam. Tadam. Alors, le principe même de l'entrepreneuriat, c'est de prendre le taureau par les cornes et de résoudre des problèmes. Vous ne pouvez pas demander à d'autres personnes de résoudre vos problèmes. Vous pouvez leur les demander de vous aider. Quand ce n'est pas le cas, de quels moyens est-ce qu'on est en train de parler? Est-ce qu'on est en train de parler de moyens financiers? Est-ce qu'on est en train de parler de moyens matériels? De quels moyens exactement est-ce que l'on est en train de parler? Maintenant, il n'est pas forcé de se former sur tout et on peut ne pas se former sur tout, mais il faut se former sur l'essentiel et c'est là où c'est important de définir correctement ses objectifs. On ne peut pas tout faire.
On ne peut pas absolument tout faire. On a tous envie, j'ai envie à l'heure actuelle de suivre au moins 10 cours et de faire au moins 5 ou 6 certifications. Est-ce que je le peux? Non. Faute de temps, faute de ressources financières, faute de moyens matériels, etc., etc. Il y a tout un tas de choses. Bien cibler ses objectifs. Est-ce que cette formation est un nec plus ultra pour vous pour avancer? C'est d'abord la question qu'il faut se poser. Maintenant, si vous sentez que vous ne pouvez pas, dans ce cas, hire someone who will make it. Parce que je vais du principe que si, par exemple, vous voulez dire que vous allez vous former en comptabilité, et c'est pour ça que personnellement, je ne recommande pas aux entrepreneurs d'aller faire des formations en comptabilité, sauf si c'est leur domaine, bien sûr. Mais quelqu'un est parti étudier pendant 5 ans pour devenir comptable. Quelqu'un est parti étudier pendant 7 ans, voire 10 ans avec les stages pour devenir expert comptable. De quelle façon est-ce que vous espérez rattraper les 10 années-là en un mois? Je ne sais pas. Le plus simple, ça reste encore d'engager une personne qui sait le faire. Alors, définissez correctement vos objectifs. Les moyens, c'est à vous de les trouver. Il n'y a rien d'autre à faire. Mais est-ce que ces moyens, vous en avez réellement besoin pour avancer? Parce que si vous avez trouvé, par exemple, les moyens financiers, vous pouvez engager quelqu'un qui va faire le travail. Et alors là, votre job, ça devient plus du management, c'est de savoir exactement quoi lui dire. Et là, à ce niveau-là, vous avez juste besoin d'informations. Participer à des webinaires comme celui-là, participer à des conférences qui sont gratuites, participer à des forums, participer à tout un tas d'initiatives qui est mis en place pour vous apporter de l'information et des perspectives différentes. La formation, elle est importante, mais je vous l'ai dit encore, vous n'êtes pas obligé de regarder à droite, à gauche. C'est mieux, ça c'est certain. Mais si vous voulez sauter, vous pouvez. Qui va vous empêcher? En tout cas, c'est important de se former, ça c'est clair, c'est très important. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, si on a décidé d'entreprendre, il est important justement non seulement de s'informer, mais aussi de se former. On s'informe en amont sur son marché et on se forme aussi pour mieux comprendre le marché. Parce que même lorsqu'il faudra discuter avec vos collaborateurs, il faudra mettre en place des stratégies, vous devez avoir une maîtrise certaine de votre environnement, donc qu'il soit dans le secteur d'activité dans lequel vous voulez évoluer, mais aussi justement au sein de votre entreprise, vous devez pouvoir connaître. Ça, c'est très important. Et puis, lorsqu'on parle des moyens aussi, il faut quand même ajouter qu'aujourd'hui, même avec 2000 francs de data, on peut quand même accéder, lorsqu'on a un téléphone, un smartphone, dont les coûts aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des smartphones qui sont très populaires, mais aussi des smartphones qui sont pas très chers et sur lesquels vous pouvez réfléchir en termes d'investissement, hein, acheter un smartphone justement pour, au lieu d'aller sur TikTok, comme malheureusement les jeunes font aujourd'hui, TikTok pour danser, pour aller danser. Mais je crois qu'on peut utiliser ces plateformes-là pour apprendre aussi, pour se former aussi. C'est très important. Suivre des gens qui comptent, suivre des gens qui donnent des conseils, suivre des gens qui accompagnent. C'est aussi très, très, très important. Alors, nous allons avancer. Nous allons prendre nous allons déjà saluer. Nous sommes en train d'aller lentement, mais sûrement vers la fin de ce webinaire. Nous allons saluer certains de nos internautes. Nous allons saluer à nouveau Franck Arnaud Meignier, que nous tenons à remercier d'être connecté. Maryse Had, Monsieur Mamadou Moustapha Mba, qui salue Madame Padou ici. Nous avons Madame Svetlana, Steve Lana, c'est Steve Lana Péchard. Désolé d'avoir écorché votre nom. Et nous avons Monsieur Jeffrey Neftali Manon qui a posé une question. Donc, nous allons regarder rapidement ces questions. Nous avons une question de Maryse Had qui dit ceci. Que faut-il faire pour convaincre une banque de financer son projet? Le nerf de la guerre, parce que c'est souvent là où beaucoup de choses se gâtent. Mais bon, j'aime souvent, moi j'ai eu une phrase qui a été dite par monsieur Stanislas Zézé, hein, qui est très connu en Afrique francophone, qui est ivoirien et qui dit que votre premier financier, c'est d'abord vos clients. Donc, c'est pour cela, c'est important déjà de bien réfléchir sur l'idée. Mais bon, c'est pas moi l'invité ici, hein, c'est pas moi qui accompagne et qui guide. Madame Padou, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette question? Alors, cette question, elle est vraiment hyper piquée et je n'ose même pas imaginer les questions qui vont venir après chez vous.
Alors, que faut-il faire pour convaincre une banque pour financer son projet? D'abord, la première chose, est-ce qu'on peut être financé par une banque? Une banque est un moyen de financement, mais ce n'est pas un moyen de financement pour tous. D'accord? Nos économies actuellement ne financent pas ce qu'on appelle l'amorçage d'un projet. C'est-à-dire que vous avez une jolie petite idée et puis vous avez envie d'avoir un peu d'argent pour vous lancer et puis vous allez auprès de la banque. Nos économies, malheureusement, Afrique centrale, même Afrique de l'Ouest, ne financent pas ce type de niveau de projet. Les banques actuelles, telles qu'elles sont faites, financent des projets qui ont déjà démarré, financent des projets qui ont déjà des revenus, financent des projets qui ont des entrées qui sont déjà plus ou moins garanties. Alors, vous voulez convaincre une banque de financer votre projet. Petit 1, commencez déjà par avoir un contrat, parce qu'il faut arriver au niveau auquel les banques peuvent vous financer dans l'état actuel de notre environnement. Et c'est là où il est important, en fait, de vraiment faire la scission entre ce que nous, on vit ici en Afrique et ce qui se passe en Occident ou en Orient. Parce que oui, vous allez en Chine tout de suite, vous avez une belle idée, joli projet, petit pitch et tout ça. L'État peut vous sortir 2-3 millions de yuan. Allez-y. C'est pareil aux États-Unis. Vous pouvez avoir une banque qui vous finance, vous pouvez avoir tout ce qu'il y a comme capitaux risqueurs, les fonds, etc., qui vont financer votre idée et vous dire voilà, voilà, voilà. Mais n'oublions pas que les pays africains, même si cela déplace certaines personnes, restent des pays aux économies plutôt faibles. Donc, disons que les économies africaines font attention avec le risque. Donc, les banques, pour l'instant, ça va évoluer et je suis très confiante que ça évolue. D'ici 5-10 ans, elles pourront financer les idées de projets, mais dans l'état actuel de nos économies africaines, elles financent des projets qui ont déjà des revenus déjà. Alors du coup, si la question c'est vraiment convaincre une banque pour financer son projet, le petit 1, il faut être bankable, donc avoir déjà des revenus, avoir une structuration, comme ils aiment bien dire ça. Et là, à ce niveau de structuration, j'aimerais justement mettre une très, très grosse parenthèse sur la structuration, parce que ce mot est utilisé de façon indifférenciée par tout un tas de personnes. On a d'abord la structuration de l'information financière et comptable de votre entreprise. Ça, c'est ce que la banque vous demande. Structuration de l'information financière. Donc, est-ce que vos comptes sont propres, comptes d'exploitation, bilan, etc., comptes de résultats? Et là, il n'y a rien à faire, c'est normalisé. Vous prenez un comptable, un cabinet qui vous fait ça, nanani, structuration de l'information financière. Deuxièmement, pour tout ce qui est opérationnel, vous avez besoin d'une entreprise structurée. Et là, on parle de structuration organisationnelle. Est-ce que les processus sont bien définis dans votre entreprise? Est-ce que la chaîne de commandement est bien définie? Qui est supposé signer les chèques? Qui est supposé prendre les décisions? Parce que ce n'est pas obligatoire que ce soit forcément vous, en tant que promoteur, qui fasse tout. Qui fait les déclarations sociales, les déclarations des impôts, qui fait ça, structuration de votre organisation. Il y a le troisième niveau, qui est même le niveau supra, qui est l'organisation légale de votre entreprise. Est-ce que vous êtes formalisé? Parce que pour convaincre une banque, il faut d'abord être formalisé. Avoir votre petite, c'est dans le cas du Gabon, avoir la fiche circuit, le RCCM, les attestations de la CNSS, etc., etc. Et ensuite, maintenant, vous pouvez aller discuter avec une banque et dire, OK, financez mon projet. Formalisation légale. Je suis structuré légalement. Mon information comptable et financière est structurée et le projet que je veux lancer est tout aussi structuré. Mon organisation est structurée, j'ai une chaîne de commandement et en tant que promoteur, il semble que j'ai les capacités, en tant que promoteur et mon équipe, de mener à bien ce projet. Et ensuite, vous pouvez aller vous asseoir, commencer à convaincre une banque. Si vous n'avez pas ça là d'abord, en tout cas, je ne sais pas où vous allez aller, mais vous allez avoir un peu mal. Donc voilà, c'est très important de bien structurer les choses afin que vous puissiez convaincre le banquier. Et comme on le disait tantôt, il y a aussi votre profil personnel ou bien le profil de ceux
qui vous accompagne sur le projet d'entreprise que vous avez. Ça, c'est très important. Et comme le disait Madame Padou, donc les économies sont structurées dans d'autres pays de façon différente, donc qui permet de faciliter en fait les accompagnements. Il y a les business angels, il y a plusieurs couches en fait possibles de financement et d'accompagnement sur ce qui concerne les projets. Alors, nous allons faire une petite parenthèse rapide. Donc, on a un commentaire d'un internaute de Jeffrey Neftali qui va justement dans le même sens, hein, de ce qu'on disait tout à l'heure. On n'est pas obligé d'avoir beaucoup de moyens pour commencer à se... Voilà. Merci la régie pour cet affichage à l'écran. On n'est pas obligé d'avoir beaucoup de moyens pour commencer à se former. Aujourd'hui, avec Internet, on peut déjà apprendre énormément gratuitement, ce qui est vrai, au contact de professionnels confirmés selon le secteur dans lequel on veut évoluer. Et surtout, on n'est pas obligé d'attendre d'être au niveau expert pour se lancer dans l'entrepreneuriat. On peut se former et entreprendre en même temps. Progression théorie plus pratique terrain, c'est ça qui crée le vrai résultat. L'action fait monter. Je crois bien que c'est ça. Merci pour ce commentaire qui est intéressant et qui montre véritablement la voie à suivre. Et donc, Madame Padou, on va continuer. Nous sommes déjà quasiment à la fin. Hein. Quels sont les pièges à éviter pour minimiser l'échec de son idée dès le départ? Quels sont, lorsqu'on a l'idée, on travaille dessus, et puis bon, voilà, qu'est-ce que nous ne devons pas faire pour garantir quelque part le succès de notre idée? Le plus grand piège, c'est il ne faut pas tomber amoureux de son projet. Il faut être froid. Il faut être froid. Il faut être froid. Il faut être froid. Il ne faut pas tomber amoureux de son projet. Parce qu'une fois qu'on est amoureux, c'est comme quand on est amoureux d'une personne, ça devient très, très flou dans la tête. On n'est pas objectif. C'est le grand piège. Ne tombez pas amoureux de vos projets. Il faut avoir un certain niveau de froideur qui vous permet d'avoir le recul nécessaire pour pouvoir ajuster les choses. C'est justement comme Madame Padou disait tout à l'heure, si quelqu'un vous dit, que l'idée n'est pas bonne ou bien vous challenge, vous risquez même de le prendre personnellement et de penser que bon, voilà, la personne est contre mon projet. Non, l'idée c'est que le regard des autres peut vous amener à ajuster, à mieux ajuster les choses et à mieux structurer votre projet et même d'améliorer l'idée de départ. Donc ça, c'est très important. Ne tombez pas amoureux. Est-ce qu'il y a autre chose? Madame Padou, à part le fait de tomber amoureux du projet, est-ce qu'il y a autre chose encore? La deuxième. Ou bien de ça découle tout le reste? Non, ça, je dirais que c'est le plus grand. C'est vraiment le grand risque des entrepreneurs. Parce que après, il y a un phénomène en fait qui est la dépression de l'entrepreneur, dans laquelle en fait on se retrouve dans une situation où on a tellement investi de temps et d'argent qu'on sait même plus, en fait, on n'a plus le courage d'arrêter. Et là, quand on est arrivé à ce stade-là, on a perdu 5 ans, on a perdu 6 ans, on n'a pas fait de pivot, on a consommé énormément de ressources et dans tous les sens du terme, du temps, de l'argent, de l'énergie, on a pleuré, on a crié, on s'est battu bec et ongle et on n'a plus le courage de dire « Ok, j'arrête ». Parce que là, à ce moment-là, quand vous avez consacré 5 ou 6 ans, voire 10 ans sur un projet, et que ça reste constamment un flop, qu'est-ce qui nous reste? Pendant ces 10 années, on reste des êtres humains. On est entrepreneurs et on a des vies à construire. Pendant ces 10 années, on a par exemple dit, bon voilà, je vais pas me marier, je vais pas avoir d'enfants, je vais pas investir, je vais pas aller par exemple aux anniversaires ou bien je vais priver mes enfants de vacances pendant 10 ans parce que ce projet-là doit venir et au final, il nous reste quoi? On est obligé à ce moment-là de continuer. Donc ça, c'est vraiment le plus grand piège. Ça fait mal hein, à un moment de se dire, ouais, là, j'ai quand même, j'ai raté, j'ai vraiment échoué. Et personnellement, de toutes les entreprises que j'ai lancées, ça m'est arrivé avec le premier coworking. Je vous l'ai dit, après 3 mois, je me suis assise, je me suis dit, pourquoi je continue? 0 client, 0 appel, 0 message. J'ai pas les moyens de sensibiliser. Est-ce que j'ai le temps de subir une sensibilisation? J'ai pleuré
3-4 jours et puis, bon, allez, on passe à autre chose. Ensuite, la deuxième chose, et le reste, en fait, c'est la méthode que l'on applique. L'idée, tout commence par l'idée du projet, mais il faut pouvoir éprouver, en fait, cette idée. Et c'est là, justement, où mon livre vient régler cette question, parce que c'est un guide avec des questions qui sont très, très bien réfléchies pour vous aider à vous dire, OK, là, à la fin de ce livre, mon idée, moi-même, je prends ma décision. Est-ce que cette idée est viable ou pas? Est-ce que je continue avec cette idée ou pas? Moi-même, je prends cette décision parce que, en tant qu'entrepreneur, je suis responsable. Je vais être responsable de la vie de beaucoup de personnes. Je vais être responsable de la vie de famille. Je vais être responsable de l'économie de mon État avec les impôts que je vais payer. Donc, je peux prendre la responsabilité de dire, est-ce que oui ou non, je le fais ou pas? Une fois que l'idée est éprouvée, on en a parlé tantôt avec Monsieur Eman, est-ce que l'environnement est propice au développement de cette idée? Est-ce qu'on est dans un bon environnement? C'est le volet 2 de mon livre qui n'est pas encore sorti. Et bien sûr, analyse de ses forces et de ses faiblesses. Est-ce que je peux réaliser cette idée? L'idée peut être belle, mais est-ce que je suis capable de la réaliser? Et là encore, on a beaucoup d'exemples d'entreprises qui ont très bien fonctionné. On a par exemple actuellement la start-up Jamou en Côte d'Ivoire qui a fait une levée de fonds extraordinaire, mais le fondateur le dit très bien, j'aurais été incapable de lancer cela parce que je n'avais ni le réseau, ni les contacts, ni les moyens financiers de pouvoir lancer. Alors, il a pris un cofondateur qui lui a apporté sur la balance tout ce que lui ne pouvait pas réaliser. Donc, le truc, ce n'est pas simplement de dire, et là, je vais reprendre aussi Stanislas, c'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir 10% d'un milliard que 100% de zéro, quoi. C'est-à-dire de se dire, ben, OK, on se met avec d'autres personnes, mais les autres personnes vont apporter ce que je n'ai pas. Donc, il faut au moins, au démarrage, savoir ce que l'on n'a pas à l'instant T. On ne dit pas qu'on ne les aura pas plus tard. On ne dit pas qu'on n'est pas capable de les avoir. Et ça, c'est très, très différent. C'est pas qu'on n'est pas capable d'avoir ces compétences. C'est pas qu'on n'est pas capable de savoir le faire. C'est que, à l'instant T, on ne possède pas ou ce savoir, ou ce savoir-être, ou ce réseau, cette compétence. Donc, on le sait. Et comme on sait que l'on est malade, on ne reste pas à se plaindre de sa maladie. On va à la pharmacie acheter le remède ou on va voir le docteur. Ça dépend de son approche, en question de risque. Et là, le docteur, c'est un partenaire, des collaborateurs, des gens qui peuvent combler. Et là, maintenant, on se dit, OK, mon idée a la méthode qu'il faut, l'encadrement nécessaire pour pouvoir être lancé dans les meilleures conditions. Après, ce sera le destin. Après, ce sera le destin, mais vous-même, vous devez entreprendre. C'est très important et surtout croire en vous. Ça, c'est aussi important. Alors, nous sommes arrivés quasiment au terme de ce webinaire. Nous espérons que vous avez appris beaucoup. Nous espérons aussi que vous avez pris pas mal d'informations et de pépites qui vous permettront, en fait, que vous allez utiliser pour mettre en pratique. Parce que c'est bon d'écouter, mais c'est surtout important de pouvoir mettre en pratique. Nous savons que beaucoup d'entre vous, vous avez certainement des idées. Vous avez certainement des idées que vous souhaitez transformer en activité économique. Donc, nous vous encourageons fortement à le faire. C'est très important, mais n'oubliez pas de venir ouvrir votre compte à UBA, c'est important. Alors, Madame Padu, nous sommes à la fin de notre webinaire. Quel est le mot de fin que vous avez pour l'ensemble du public? Ça peut être pour les autorités. Quand je parle d'autorité, ça veut dire le gouvernement dans son action de façon générale. Ça peut être pour les entrepreneurs eux-mêmes, ça peut être pour les grandes entreprises, ça peut être pour le jeune qui est à l'université, qui est en train de réfléchir, le jeune qui est à l'Institut de gestion ou à l'IST, le jeune qui est dans tout établissement scolaire qui pense idée de création d'entreprise. Quel est le message que vous avez à faire passer à ces gens-là? Alors, pour résumer mon message, s'il faut vraiment faire hyper court, je dirais, toute catégorie confondue, c'est le courage. L'entrepreneur, et l'entrepreneuriat, c'est une activité qui est tout particulièrement risquée.
Je ne sais pas si vous conceptualisez ça bien, mais aujourd'hui, on est en train d'investir sur quelque chose qu'on aura peut-être pas. On ne sait pas. Mais on investit, pas seulement financièrement, on investit en temps, en argent et toutes ressources qui sont à notre disponibilité. Ce risque nécessite forcément une petite dose d'innovation. Et qui dit innovation dit nouveauté, dit l'inconnu. Alors, sauter dans l'inconnu, ce n'est facile pour personne. Quand on a déjà sauté dans l'inconnu une fois, 2 fois, bon, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois de plus, ça change plus grand chose. Donc là, il s'agit de nous, les entrepreneurs en série, on a sauté, ressauté, on est tombé, on s'est relevé. C'est le game, on fait tout. Voilà quoi. On a déjà pris ça pour acquis. Maintenant, rater ou la perte, ce n'est pas mauvais. Contrairement à ce que les gens aiment bien dire ou bien à ce que les gens peuvent penser, aujourd'hui, en fait, j'ai par exemple raté ma première expérience de coworking, mais j'ai acquis de la data. J'ai acquis de la data dans le sens où je sais ce que les gens apprécient et à quoi ressemble le coworking idéal pour l'Afrique. Pas celui que l'on voit en Europe et tout. Non, je connais le coworking idéal pour l'Afrique. Alors, il faut être courageux pour pouvoir sauter, passer de l'idée au projet. Il faut être courageux chaque jour au quotidien une fois que son projet est lancé pour pouvoir avancer. Les autorités doivent être courageuses parce qu'elles doivent faire confiance à des personnes qui n'ont pas forcément le background rêvé pour pouvoir faire avancer les choses. Mais malheureusement, c'est comme ça que le monde fonctionne et c'est comme ça que la vie avance et que les choses magnifiques et spectaculaires, miraculeuses se produisent. Durant la période de l'Empire romain, ils ont été obligés, tous les grands empereurs, en fait, à un moment, ont préféré abandonner le champ de bataille. Et ils ont nommé comme empereur un fermier qui était en train de cultiver juste sa terre par-ci, par-là. Celui-là a été le meilleur des généraux possibles et le meilleur des empereurs que tout l'Empire romain ait jamais connu. Il a gagné la guerre sans expérience du combat, sans stratégie. Il a fait remporter la victoire à son empire et ensuite il est retourné tranquillement faire ses plantations. Alors c'est vrai que ça s'est fait dans un mouvement de peur, mais je pense que ce n'est pas pour rien que les plus grandes innovations se passent souvent dans les périodes de guerre ou de conflit. C'est là où les innovations. Alors, c'est le courage que je souhaite absolument à tout le monde et à toutes les strates. L'entrepreneuriat égale le risque et égale l'appréhension du risque. Accepter de vivre avec le risque. Déjà qu'on vit avec le risque tous les jours parce qu'on se lève tous les matins, on ne sait pas si on va se réveiller. On se lève tous les matins, on ne sait pas si on va faire un accident, on ne sait pas si on va tomber malade, on ne sait pas si notre entreprise va collapser. On ne sait pas. On vit déjà avec le risque. Il faut aussi appréhender le risque de l'entrepreneuriat et le faire nôtre pour qu'on puisse tous aller de l'avant. Courage à tous. Courage à tous, c'est le mot de fin de Madame Padou. Donc, c'était notre 29e session de UBA Business Series, notre plateforme de partage et d'échange sur laquelle nous avons un capitaine d'industrie, une personne qui a de l'expérience qui vient la partager gratuitement à signaler. Donc, je reviens, je vous montre le bouquin ici. Ce n'est pas de la publicité, c'est simplement un encouragement à la jeunesse gabonaise de s'informer et de se former pour pouvoir avoir des idées, les développer et pour créer des entreprises en créant derrière des emplois, en créant derrière de la richesse pour le pays. Nous allons nous retrouver pour notre prochaine, pour la 30e session de UBA Business Series. Pour le moment, nous vous disons merci, au revoir et merci à tous nos internautes d'avoir suivi et à ceux qui ont posé des questions. N'oubliez pas que cette session reste, comme toutes les autres, disponible sur l'ensemble de nos plateformes. Et vous pourrez aussi la trouver sur la plateforme de Madame Padou. Merci et bon après-midi à tous. Dans le cadre de la politique d'expansion de UBA Gabon,
La belle commune d'Ovendo n'est pas restée en marche. Nos clients particuliers et entreprises de cette zone méritent que nous soyons proches d'eux. Ainsi, à l'agence UBA Ovendo située au Carrefour SNI, nous travaillons en équipe afin de fournir un service de qualité à notre très chère clientèle. Je suis Berthier Kongila, directeur d'agence Ovendo. Bienvenue à UBA, la banque du moment.